Bonjour, alors je vais me présenter, Benoît Verriel, nutritionniste pour Avenir Conseil Élevage. Je vais vous présenter ce montage qui est pour mon but de montrer l'intérêt d'ajouter un bon ensilage d'herbe dans sa ration pour vaches laitières. Alors cette présentation a été faite dans le cadre du projet Interreg Proteco et ce montage il est principalement inspiré de l'expérience flamande sur la culture de l'herbe. La qualité des fourrages pour un lait riche et économe. Alors cette présentation va se dérouler de la façon suivante. Un point sur les fourrages, la qualité des fourrages, dont le préfané dans une ration vache laitière, les valeurs alimentaires d'un préfané, un exemple pratique d'itinéraire technique pour cultiver le préfané, la fertilisation et la récolte en 5 points. Alors qu'est-ce qu'une vache mange chaque jour? Alors, cette photo, c'est l'illustration d'une ration flamande. Alors, nous pouvons voir la diversité et la propreté des aliments. Alors, la diversité, on a de l'ensilage de maïs, 2 types de préfanés, des pulpes surpressées, des drèches de brasserie et du correcteur azoté. Il nous manque simplement de pouvoir apprécier l'appétence, l'odeur et les 80 litres d'eau potable que la vache a besoin pour valoriser ses excellents fourrages. Alors au-delà des valeurs alimentaires, on va fort insister sur le goût et l'appétence qui sont primordiales pour obtenir de bons résultats. Un clin d'œil économique. Alors le coût de la ration de base, alors j'ai repris cette même ration, 9,5 kg de matière sèche de maïs à 100 € par tonne de matière sèche, 6,5 kg de matière sèche de préfané à 140 € par tonne de matière sèche, 2,5 kg de matière sèche de pulpe surpressée, 2,5 kg de tourteaux de soja et 0,75 kg de matière sèche de drèche. En gros, la ration coûte 3,12 € par vache et par jour. Et comme vous pouvez le voir, la partie fourrage, elle représente plus de 2 €. Ça veut dire que plus des 2 tiers du coût d'une ration de base, ce sont des fourrages. C'est un petit peu ce que représente le camembert à droite. 31% de la valeur absolue du coût de la ration, c'est du maïs. 29% du coût de la ration, c'est du préfané, et ainsi de suite. Tout ceci pour vous dire ou insister sur le fait que les fourrages sont chers à cultiver. Du coup, il sera très important de bien les stocker et de bien les manipuler jusqu'à l'auge. Les concentrés sont encore plus coûteux, notamment à la tonne de matière sèche. Les fourrages sont rentables quand ils remplacent des concentrés chers. Et le préfané est un bon exemple. Quand vous intégrez 4 kg de matière sèche de préfané dans une ration vache laitière, ça permet d'économiser 1 kg de soja par vache et par jour. Un petit calcul rapide. 1 kg de soja, 100 vaches, 365 jours, ça fait 36 tonnes et demie de soja d'économiser. Je vous laisse faire le calcul. À 350 € tonne, c'est plus de 10 000 €. Un exemple à ne pas faire, c'est l'image nous montre un front d'attaque complètement déstabilisé. Dans ces situations-là, il y a plus de 15% de la valeur alimentaire qui s'évapore, notamment sous forme d'ammoniac. Il y a des reprises de fermentation, et notamment des mauvaises fermentations, comme les fermentations butyriques, qui donnent un mauvais goût au fourrage et donc pénalisent l'ingestion. Voici un autre front d'attaque où on a vraiment respecté les consignes avec l'outil adéquat sur la droite. Sur ce front d'attaque-là, il sera très difficile pour l'air de pénétrer. Un deuxième point important pour respecter la ration des vaches laitières, respecter les bons fourrages récoltés, c'est la propreté de l'auge. Dans une auge qui a un fond de mauvaise qualité, s'y installent moisissures et levures qui ensemencent
tous les jours la ration fraîche que vous apportez. Et ceci sera très néfaste pour l'ingestion. Et sur l'image, vous pouvez voir le fond de doge sur lequel a été mis une résine qui ne permet pas aux moisissures et aux levures de s'y installer. Alors nous passons au point suivant qui est la valeur d'un bon ensilage d'herbe. Alors ce tableau exprime la moyenne des ensilages d'herbe préfanés en Flandre. C'est une moyenne de 314 analyses qui étaient faites en 2016-2017, en début de projet, et par Inagro en Flandre. Alors je vais passer directement à la dernière ligne qui représente le meilleur quart, mais c'est pas anodin, c'est comme un quart des ensilages d'herbe qui fait en moyenne 58% de matière sèche. C'est un point très intéressant. L'idéal c'est d'être au-dessus de 40% de matière sèche pour éviter le développement des spores butyriques. Et à ce taux de matière sèche là élevé, on a aussi bien souvent une bonne qualité de protéines. En fait, là, il y a une partie des protéines qui sont tannées au soleil. Un deuxième critère intéressant, c'est la valeur énergétique du fourrage, qui est exprimée en VEM pour la partie néerlandaise ou en UFL pour la partie française. Un fourrage qui fait 958 VEM ou 0,93 UFL, c'est un fourrage très énergétique qui peut concurrencer de l'ensilage de maïs. Le critère suivant, c'est la matière azotée, 22% de taux azoté dans le fourrage, 83 g de DVE pour la partie néerlandaise ou 93 g de PDIE pour la partie française. Là, pareil, c'est des valeurs de teneur très élevées qui expriment vraiment une très bonne valeur, une très bonne qualité des protéines. Ensuite, on a le critère cellulose qui est de 21%. Là, on est plutôt en borne basse, notamment un critère très important pour produire l'ETB et pour préserver la santé des animaux, la santé métabolique. En résumé, c'est un fourrage qui permet à la vache d'exprimer tout son potentiel, lait et taux. Alors on focus sur un critère particulier utilisé en Belgique, c'est la valeur de structure, un levier très intéressant pour éviter l'acidose. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'optimum c'est d'être à plus de 1,1 en valeur de structure, en sachant que les concentrés sont à moins de 0,2, voire négatif pour le blé. Les pulses pressées sont à 1, un peu plus que 1. Le maïs varie de 1,5 à 2,4. L'ensilage d'herbe varie de 2 à 4. Voilà, etc. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une formule de calcul pour calculer la valeur de structure selon le type de fourrage. Donc une formule pour le maïs, une formule pour l'ensilage d'herbe. Et dans ces formules sont utilisés essentiellement le pourcentage de cellulose. Mais ce qui est intéressant, c'est un critère assez synthétique. Je prends un exemple. Pour un maïs qui dose 20% de cellulose, on aura un indice de structure de 1,7. Pour un ensilage d'herbe qui dose 20% de cellulose, c'est-à-dire le même taux de cellulose, on aura un indice de structure de 2,3. C'est-à-dire qu'il est plus complet que le taux de cellulose seul. En gros, il pourrait ressembler à un critère qu'on a en France, qui a été proposé par l'INRA, qui est le rapport entre l'amidon plus sucre de la ration divisé par le NDF fourrage. C'est encore un critère synthétique qui prend un peu plus en compte que ne prendre que la cellulose ou que le NDF. Alors l'optimum pour un fourrage, notamment pour un préfané, ça serait être entre 2,7 et 3,2. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir en France. Quand on a un fourrage qui est très riche en valeur de structure, il perd en digestibilité. Je vais vous présenter maintenant un cas pratique, un itinéraire que fait un éleveur des Flandres, enfin qu'a fait un éleveur des Flandres sur les 2 coupes qu'il a réalisées. Voilà, alors en fait à gauche vous avez la valeur de l'ensilage récolté. Là en l'occurrence c'est pour la première coupe. Alors un fourrage sec, 50% de matière sèche, un fourrage énergétique, 0,92 UFL. Un fourrage pas très riche en cellulose, 20%. Voilà, et d'ailleurs on voit
un indice de structure pas très élevé, 2,35, alors qu'on avait dit tout à l'heure qu'il fallait être entre 2,7 et 3,2. Ce qui est important à regarder dans cette diapo, je vais vous la laisser lire, mais alors une fertilisation au printemps, quand vous faites le calcul, c'est à peu près de 120 unités d'azote, une partie en organique, une partie en minéral, mais on reverra la fertilisation tout à l'heure. Une fauche le 22 avril et une récolte pardon, le 24 avril, c'est-à-dire qu'en 2 jours, la fenêtre météo a permis de faire un fourrage à 50% de matière sèche. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est pour une coupe assez conséquente, de 35 hectares, et pour bénéficier au maximum de cette fenêtre météo, l'éleveur n'hésite pas à demander de l'aide à l'entreprise, à un entrepreneur, pour pouvoir faucher sur un temps le plus court possible. La deuxième coupe, alors qui est fait, comme vous pouvez le voir, le 2 juin, c'est 6 semaines plus tard. Voilà, une coupe aussi qui a été faite en 2 jours, fauchée le 2 juin et récoltée le 4 juin. Voilà, et cette fois-ci sur 17 hectares, avec une fertilisation entre les deux coupes de 250 kg d'ammonitrate 27, ça fait 67 unités d'azote. Et là encore une fois, avec une valeur alimentaire, une très bonne valeur alimentaire, un taux de matière sèche à 55%, tout ça en 2 jours de temps, 0,92 UFL, un fourrage énergétique, voilà. Et cette fois-ci bien plus riche en cellulose, on est à 28% de cellulose avec un indice de structure de 3,3. La limite ici on est en borne haute, mais ça permet de compenser un peu parce qu'en Belgique ils font ça. Ce qui est fréquemment observé, c'est un silo avec les deux coupes l'une sur l'autre. Donc là, les deux coupes l'une sur l'autre, ça permettra à la vache d'avoir une ration qui contient une teneur en cellulose correcte. On passe au point suivant qui est la fertilisation. Un point très important d'avoir une fertilisation complète. Alors j'aime bien cette image-là, elle permet de voir qu'est-ce que une coupe de 3,35 de matière sèche prélève du sol. Quand on prend une coupe de 3,35 de matière sèche, de fourrage, de préfané, qui doserait 18% de taux azoté, ça fait que la coupe a prélevé 101 points d'azote. Mais elle ne prélève pas que ça, à loin près, elle prélève un peu de phosphore, 14 kg de phosphore pour cette coupe-là. Elle prélève 115 kg de potasse. Alors, comme vous pouvez le voir, elle prélève plus de potasse que d'azote. Elle prélève de la magnésie, du magnésium, du sodium et du soufre. Et tous ces éléments-là sont très importants pour la plante. Alors comme le montre ce graphique, pour compléter la diapo précédente, l'image de la loi de Liebig ou la loi des facteurs limitants, l'image à droite, s'il manque un élément dans le sol, ça sera le facteur limitant. Je prends un exemple, s'il manque de la potasse dans votre sol, s'il manque de la potasse pour la plante, vous pouvez mettre autant d'azote que vous voulez, vous n'aurez pas le rendement escompté. C'est bien la potasse qui va être le facteur limitant. Et ça, si j'ai pris cet exemple-là, c'est pas par hasard. Chez Avenir Conseil Élevage, on fait régulièrement des analyses foliaires, et l'élément qui manque le plus, c'est bien souvent la potasse. Voilà, sinon là, pour tous les éléments importants, il y a le pH qui permet la disponibilité à la plante d'accéder à tous les autres éléments. Il y a l'azote qui est nécessaire à la pousse de l'herbe et à la teneur en hématé du fourrage. Il y a le phosphore qui contribue à la pousse aussi. Il y a la potasse qui contribue au rendement de l'herbe. Un vieux dicton français dit qui sème de la potasse récolte en masse. Alors il y a le magnésium qui participe à la photosynthèse. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un équilibre entre le magnésium et le potassium. Il y a le sodium
qui est aussi important, notamment pour le goût de l'ensilage du préfané. J'avais jamais vu ça, mais il y a aussi, dans certains cas, possibilité d'apporter ce sodium. Et le soufre qui participe au développement du système racinaire et à la qualité de la protéine. Dans la protéine que nous trouvons dans l'herbe, il y a des acides aminés soufrés. Et s'il y a une carence en soufre, ces protéines-là ne peuvent pas se faire complètement. Adapter la fertilisation selon l'utilisation. Alors là, on a la répartition, une proposition de fertilisation sur une année complète, et en fonction du type d'utilisation, que ce soit pâturage génisse, pâturage vache, fauche, et ainsi de suite. Alors dans ce graphe, il y a plusieurs points très importants. Alors un, le fractionnement. Et ça c'est très très important. Si vous mettez l'ensemble, je vais prendre la troisième ligne pour la fauche. Si vous mettez les 330 unités d'azote en une fois au départ, alors un, il y a une partie qui sera lessivée. Deux, la plante va surconsommer de l'azote au départ et il va en manquer pour la pousse en fin de campagne. Le deuxième point important, c'est, comme vous pouvez le voir, les apports d'azote sont plus importants au printemps et beaucoup plus limités en été. Mais vous le savez sans doute, c'est tout simplement pour prendre en compte la minéralisation de l'humus du sol. Un troisième point important, c'est... Alors, je prends la ligne numéro 3, la fauche, ou la ligne numéro 4, fauche, herbe plus trèfle. Fauche de, alors, la 3, c'est l'herbe seule, et la ligne 4, c'est la fauche d'herbe plus trèfle. Ben, vous pouvez voir qu'on met la même quantité d'azote au printemps. Tout simplement parce que le trèfle il pousse plutôt l'été, et les nodosités qui permettent de capter l'azote de l'air du sol ne sont pas en fonction au printemps. Voilà, et la dernière ligne, IR, c'est Régras italien en dérobé avant maïs. Voilà. Une petite particularité pour les apports d'azote organique, notamment là en l'occurrence par le lisier. Voilà, je vous apprends rien en rappelant que l'azote de lisier est composé d'azote minéral et d'azote organique. Alors ce qui est important, c'est d'abord d'analyser son lisier. Alors ici en l'occurrence, le lisier il dose 4,4 unités d'azote total par mètre cube de lisier. Voilà, après je vous laisse lire, le tableau. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que pour la première coupe, on peut compter sur 1 unité 37 d'azote par mètre cube pour un lisier qui dose 4,4 points d'azote au total. La fertilisation de la première coupe. Alors, quelques petites précisions. La quantité va dépendre, la quantité et le type d'éléments à apporter va dépendre de l'analyse de sol ou de l'analyse foliaire et va aussi dépendre du rendement espéré. Au plus j'espère de rendement, au plus je peux me permettre d'apporter de l'azote. Ne pas hésiter à fractionner le premier apport. Alors l'herbe, selon le type de graminée, pousse à partir de 6 degrés ou de 8 degrés, selon le type de graminée. Et ce qui serait bien, c'est dès le printemps, très tôt, on puisse apporter un peu d'azote pour permettre à la plante de démarrer dès que possible. Alors soit en azote organique, soit en azote minéral, mettre une cinquantaine d'unités au départ, à partir du 15 février. Dès qu'on a un cumul de 200 degrés. Et après, apporter le solde mi-mars, autour de 80 unités. Il y a une règle à respecter quand même, c'est de respecter un minimum de 3 semaines avant la date de récolte, enfin, entre l'apport du dernier apport azoté et la date de récolte. Tout ceci pour ne pas avoir que d'azote soluble dans le fourrage. Voilà, après c'est la continuité, mais pour la fertilisation des coupes suivantes, je vais vous laisser lire.
Je vais simplement peut-être prendre le premier point, notamment pour les sols pauvres en magnésium et en soufre. Possibilité d'apporter du kieserite. C'est un engrais composé de 50% de soufre et de 25% de magnésie. Le dernier point, préparer la récolte, le dernier point et qui n'est pas le moins important, alors après, préparer la récolte de son ensilage en 5 points. Alors le point numéro 1, ça sera privilégier une fauche jeune. Alors, en effet, il est plus facile d'ajouter de la structure que d'en enlever d'une ration. Voilà, si vous fauchez un peu trop jeune à l'image de la première coupe vue tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire une deuxième coupe un peu plus fibreuse, ou sinon d'apporter un peu de paille si nécessaire. Avec quand même un minimum de 1 nœud partout, parce qu'en dessous du stade 1 nœud, on serait vraiment trop faible en cellulose. Et l'avantage de couper jeune, de privilégier une fauche jeune, c'est aussi une repousse très rapide après la récolte. Le point numéro 2, c'est l'élément déterminant pour déclencher la fauche. Une fenêtre météo de beau temps, 3 jours. Il faut 3 jours de beau temps pour faire une coupe, pour espérer une coupe de qualité. Alors, ça reste un risque, hein. La météo n'est pas une science exacte, hein. Mais il est quand même important de suivre la météo en avance, d'essayer de capter les fenêtres qui s'annoncent, les belles fenêtres de météo qui s'annoncent. Et on en a quand même régulièrement, tous les printemps, des fenêtres, on a des semaines venteuses avec du vent d'est. Voilà. Ne pas hésiter aussi à ne pas tout faucher en une fois, notamment quand on a des différentes graminées. C'est pas très cohérent de faucher en même temps, en première coupe, les raies gras italiens et les prairies permanentes, parce qu'ils ont un stade relativement différent. Et il y a souvent 3 semaines, 3 ou 4 semaines qui les séparent. Le point numéro 3, c'est des machines bien réglées. Ça paraît anodin, mais c'est très important aussi. Alors, bien réglées, c'est des machines affûtées, prêtes à faucher, et des machines pour lesquelles il y a possibilité où le réglage de la hauteur de coupe est facile à faire. Alors, l'affûtage, ça s'entend pour que ça coupe bien, et le réglage de hauteur de coupe, la hauteur de coupe est très importante. On propose une hauteur de 7 cm. Alors, pour permettre très rapidement à la plante de repartir après la récolte, et 2, ça permet aussi de poser le fourrage sur une hauteur de 7 cm, qui permet de faciliter le fanage du préfané. Les machines sont prêtes dès la mi-avril. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut capter des fenêtres de 3 jours de beau temps. Si dans ces 3 jours de beau temps, vous mettez un jour pour préparer la machine, c'est dommage, c'est un jour perdu, quoi. Voilà. Le point numéro 4, c'est une manipulation minimale pour une matière sèche autour de 45%. Alors pourquoi, enfin, j'ai mis minimal, mais on aurait pu mettre optimal. C'est faner dès que possible derrière la faucheuse, ouvrir l'andin pour profiter au maximum de la surface, une surface maximale au soleil. Et après, oui, on va essayer de manipuler pas trop souvent, parce qu'à chaque fois qu'on manipule, on prend un risque de mettre de la terre dans le fourrage, en le fanant. Et surtout si on fane un fourrage qui n'est pas encore sec, si on fait ça trop tôt le matin. Et le dernier point, sécuriser avec un conservateur de type inoculant. Alors à l'inverse du maïs, je pense qu'il faut vraiment avoir de bonnes raisons pour ne pas mettre de conservateur. Et les 3 bonnes raisons qu'on vous propose, c'est si on pouvait se garantir d'avoir un taux de matière sèche supérieur à 40%, si on pouvait se garantir d'avoir une absence de terre dans le fourrage, et aussi un préfané pas trop riche en azote, parce que l'azote c'est une base, ça empêche l'acidification. Si vous réunissez ces 3 critères-là, ok, on pourrait se passer de conservateur. Mais je pense que le plus simple, c'est d'en mettre.
Voilà, la dernière diapo, un tout petit rappel, les règles de base pour faire un bon préfané pour nos rations vaches laitières, ajuster la fertilisation, être prêt mi-avril, suivre la météo en avance, oser fractionner les surfaces à faucher, faner efficacement et ne pas oublier la deuxième coupe. Je vous remercie et rendez-vous pour un prochain diaporama.